Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sophie Roni. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de Défi Périphérie et vous serez deuxième sur la liste Défi à la Chambre. Vous assistiez hier, en tant qu'assistante parlementaire d'Olivier Minguin, vous assistiez à ce grand moment de la politique belge, Theo Francken, auditionné par ses collègues députés dans le cadre de cette affaire des visas humanitaires. Alors, venons-en d'abord sur la personnalité de Theo Francken lui-même. Est-ce que, d'après vous, avec ce que vous avez entendu hier, c'est quelqu'un qui est plutôt coupable dans cette affaire de visa humanitaire, Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt responsable ou quelqu'un qui a été plutôt négligent ? Il y a un peu de tout ça, Ouais. mais je pense qu'en tout cas, il endosse une responsabilité politique dans ce dossier. Le problème dans ce dossier, ce n'est absolument pas les visas humanitaires en tant que tels, puisque ce sont des visas qui permettent à des personnes qui se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité, de crise humanitaire, de pouvoir quitter leur pays en toute sécurité. Donc c'est absolument pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est justement le pouvoir d'appréciation, le trop large pouvoir discrétionnaire qui a été accordé au secrétaire d'État à l'asile et l'immigration et qui a clairement fait l'objet d'abus qui sont inacceptables et qui nécessitent aujourd'hui un cadre dans la loi. C'est notamment ce que Défi prône avec une proposition de loi qui a été déposée au Parlement. Est-ce que Theo Francken, est-ce qu'il était mal entouré, mal renseigné, ou bien c'est lui qui a un peu induit ces mauvaises pratiques ? Mais je pense qu'effectivement, c'était assez déconcertant d'entendre de sa part qu'il faisait confiance finalement aux personnes de contact qui lui suggéraient d'accorder un visa humanitaire à telle personne plutôt qu'une autre, sans même prendre la peine d'identifier ces personnes, sans même prendre la peine d'opérer un screening de ces personnes, que ce soit par l'Office des étrangers ou par la Sûreté de l'État. Je pense que quand on a un pouvoir discrétionnaire de cette ampleur, c'est la responsabilité du secrétaire d'État de pouvoir fixer des balises et de pouvoir se dire OK, si j'ai une liste qui m'est suggérée, pourquoi cette liste, par qui est-elle proposée ? Et c'est vraiment ça qui Et qui sont ces gens finalement qui demandent un visa humanitaire ? Absolument. Est-ce qu'ils sont vraiment en danger ou pas ? Alors vous parlez d'une nouvelle proposition de loi. Comment est-ce qu'il faut améliorer ce système de visa humanitaire ? Alors on propose plusieurs choses et par conséquent notre proposition va beaucoup plus loin que ce qui est demandé par les autres partis. Ce que les autres partis qui ont jusqu'ici déposé une proposition, c'est un débat annuel parlementaire. C'est essentiel. Mais nous, on va beaucoup plus loin dans le sens où on veut qu'il y ait des garanties légales pour qu'on puisse vraiment s'assurer que les visas puissent être délivrés sur la base vraiment de la grande vulnérabilité des personnes et non en raison de leurs éventuelles relations politiques. C'est totalement inacceptable. Et donc, on propose plusieurs choses. Premièrement, c'est que le pouvoir de décision n'appartienne plus au ministre, mais à une autorité administrative indépendante. Deuxièmement, c'est que les décisions soient motivées et soient par conséquent fondées sur des critères précis, clairs, qui figurent dans la loi. Et troisièmement, c'est effectivement, et c'est le point crucial dans ce dossier, c'est que les intermédiaires qui seraient autorisés à intervenir dans le processus d'octroi des visas humanitaires soient soit le Haut Commissariat pour les réfugiés, soit une association qui a été agréée par l'État, suivant des critères précis, et aussi, et c'est essentiel, que cette intervention ne puisse jamais être rémunérée. Donc pas un monsieur comme ce monsieur Kouchan, là, qui a l'air d'être plutôt sulfureux maintenant. Ce ne serait pas possible dans ce cas-là, tel que vous l'expliquez. Non, ce n'est pas acceptable. Alors, parlons d'un autre sujet qui est dans l'actualité ces derniers jours, depuis le début de la semaine, et ça vous concerne en tant que président pour la périphérie de Défi, c'est ces bourgmestres non nommés. Et donc, c'est la ministre flamande NVA, Lisbeth Homans, qui a décidé de nommer 2 bourgmestres sur 6 parmi les communes à faciliter. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, elle a dit « Vous n'avez pas suivi la règle flamande qui veut qu'il faut envoyer les convocations électorales prévues par la province et pas en envoyer d'autres. » Effectivement, c'est vrai. Est-ce que ces bourgmestres ont eu tort d'envoyer une autre convocation que la convocation provinciale ? Pas du tout. Ce qui est reproché aux bourgmestres non nommés aujourd'hui, c'est purement et simplement d'avoir appliqué la loi, d'avoir appliqué un arrêt du Conseil d'État qui a été rendu en 2014
et qui posait le principe très clair que les habitants francophones des communes à facilité ont le droit de recevoir leurs documents en français pour une durée renouvelable de 4 ans. Et donc, cet arrêt a complètement invalidé la circulaire Peter, sur laquelle en fait se fonde la ministre Homans pour justifier sa décision, et qui exigeait de ses habitants de demander leurs documents en français à chaque fois, de manière systématique. Le Conseil d'État a jugé que ce système était totalement disproportionné. Et donc, ce qui est reproché effectivement au bourgmestre, c'est d'avoir appliqué la loi, d'avoir appliqué un régime des facilités dont on sait que la NVA ne veut plus. C'est contraire à l'état de droit et c'est évidemment contraire à la démocratie, puisque ces bourgmestres, je tiens quand même à le rappeler, ont été élus au suffrage universel. Et c'est pour cette raison, et je tiens aussi à le rappeler, c'est très important, que Défi soutient ces bourgmestres, quelle que soit leur couleur politique. Oui, mais alors dans ce cas-ci, ça veut dire que la ministre Homans ne lit pas les arrêts du Conseil d'État? Bien sûr que les lit, ou en tout cas son cabinet en fait une petite synthèse et lui soumet, mais c'est habituel finalement que ce soit de la part de Mme Homans, que ce soit de la part d'autres mandataires de la NVA, de ne pas appliquer les décisions de justice. On l'a vu dans d'autres dossiers, par rapport aux Soudanais par exemple, où on voit que constamment la NVA s'assied sur les décisions de justice, qu'elles émanent du Conseil d'État, de la Cour constitutionnelle, au niveau européen également. On a été plusieurs fois devant le Conseil de l'Europe pour alerter les institutions européennes par rapport au déni de démocratie qui se posait essentiellement au niveau local. Le Conseil de l'Europe a adopté des résolutions pour dire, écoutez, cette situation ne va pas, il faut en tout cas arrêter avec ce pouvoir de tutelle qui est totalement arbitraire. Et comme à chaque fois, effectivement, la NVA s'assied dessus. Oui, moi j'appelle ça des pestereien de la NVA, oui. C'est en fait des embrouillamini, c'est toujours embêter les francophones de la périphérie. Mais pourquoi le bourgmestre de Crenem lui a été nommé? Qu'est-ce qui s'est passé à Crenem de différent des autres communes? Le bourgmestre de Crenem a été nommé pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas au collège au moment où les convocations électorales. Donc il n'a pas participé à cette décision. Il n'a pas participé à cette décision. Oui. Par contre, le bourgmestre de Ouémel, lui, a été nommé parce que lui n'a pas respecté l'arrêt du Conseil d'État. C'est d'ailleurs le seul bourgmestre des 6 communes à facilité à ne pas avoir informé ses habitants de l'existence de cet arrêt et donc de l'existence de ses droits. Donc ça nous promet un nouveau carrousel juridique et on verra ce que dira la justice là-dessus. Alors il y a une manif encore aujourd'hui des jeunes, qu'on appelle les gilets jaunes maintenant. Oui. Ils sont 11 000 écoliers et étudiants à manifester à Bruxelles pour manifester pour le climat. Alors que leur dites-vous? Je vous propose trois commandements que vous pourriez leur donner. Le premier, c'est continuer. Le deuxième, c'est rentrer en classe. Le troisième, c'est désobéissez. Alors, continuer. Vous avez presque leur âge, vous n'êtes pas si âgé. Oh, vous êtes gentil. Oui. Mais non. Continuer, c'est ça que vous leur dites? Oui. Clairement, parce que c'est un mouvement auquel je suis très sensible. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils sont partis de l'ULB, l'université dans laquelle j'ai étudié. Donc, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et j'y suis sensible parce que jusqu'à aujourd'hui, on était plutôt dans une réflexion fataliste qui visait à dire le changement climatique, le réchauffement climatique, il est en marche. On ne peut pas vraiment faire quelque chose, c'est aux politiques à décider. Et là, aujourd'hui, on est tout à fait dans une situation inverse, puisqu'il y a un sursaut des consciences, il y a une volonté vraiment des jeunes de prendre leur destin en main en bousculant les politiques, en leur disant, mais voilà, prenez les décisions qui s'imposent, ayez ce courage politique, même si elles ne sont pas forcément porteuses électoralement à court terme, en tout cas à long terme, elles permettent d'assurer notre avenir ainsi que celui de nos enfants. Alors ces jeunes et tous ceux aussi qui manifestent le dimanche pour le climat mettent finalement une autre problématique à l'agenda. Et ce n'est pas la problématique de la migration, ce n'est même pas la problématique du pouvoir d'achat, ce n'est pas la problématique des problèmes linguistiques qu'on peut avoir. Est-ce que ça fait bouger un parti comme le vôtre en se disant il faut quand même revoir notre copie et vraiment penser transition écologique d'abord? Revoir notre copie, peut-être pas, puisque nous avons toujours eu l'écologie dans nos propositions.
on n'a peut-être pas été toujours entendu sur cet aspect-là de notre programme, mais clairement, l'écologie a toujours été un point fort de nos propositions. Peut-être que nous serons plus audibles dorénavant sur ce sujet. Mais par exemple, la suppression des voitures de société, c'est quelque chose qui peut-être électoralement n'est pas porteur, mais c'est quelque chose que nous portons depuis des années et sur lequel le gouvernement fédéral a avancé. Voilà, tantôt on avance, tantôt on recule. Nous, c'est quelque chose qu'on souhaite depuis longtemps. Un autre projet que nous portons également depuis quelques années et qui peut faire son chemin, en tout cas au niveau européen, c'est par exemple de transformer la taxe sur la valeur ajoutée en une taxe sur la valeur énergétique, pour qu'il y ait vraiment une transition au niveau fiscal notamment. Et puis il faut effectivement aussi un changement dans nos modes de vie, une plus grande intermodalité dans les modes de transport. Je pense que c'est essentiel. Il faut que chacun contribue. Il faut que l'État contribue, il faut que les entreprises contribuent et chacun à titre individuel. Doit mettre sa main à la pâte, oui. Parlons un peu de l'individu. L'individu de vous. Vous allez donc être deuxième sur la liste à la Chambre des filles, derrière François de Smet. D'abord, vous trouvez ça normal qu'on ait fait passer comme ça devant vous quelqu'un qui vient de la société civile, qui n'est jamais passé par Défi ? Ça ne me choque pas du tout, j'en suis même ravie et je trouve que c'est assez novateur par rapport à la politique actuelle et par rapport à ce que les citoyens attendent aujourd'hui d'un homme ou d'une femme politique. Ce qu'on a pu voir avec le mouvement des Gilets jaunes, comme avec les autres mouvements citoyens en l'occurrence, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'avoir des politiques qui soient en contact régulier avec le terrain, en contact régulier avec la société civile. On a l'impression que les hommes et les femmes politiques sont un peu déconnectés des réalités. Donc François de Smet, c'est un bon choix alors. C'est quelqu'un qui est issu de la société civile et je pense qu'effectivement c'est un très bon signal à donner. Alors on a parlé aussi de dégagisme. Ici, peut-être chez Défi, c'est pas du dégagisme, c'est peut-être de l'autodégagisme, puisqu'il y a Olivier Minguin qui ne se représente pas, il y a Didier Gauzoin qui ne se représente pas. On fait monter les jeunes, comme vous, on fait monter la société civile, on en parlait. Et au régional, ça reste plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire avec deux Scarbecois qui veulent être en tête de liste ? Je parle ici de Bernard Clairfailly, mais aussi de Cécile Jodogne, avec des députés aussi, futurs députés uclois. Est-ce que c'est bien réparti chez Défi au niveau bruxellois ? D'abord, est-ce que c'est une bonne idée de mettre deux Scarbecois en tête de la liste régionale ? Ce n'est pas à moi de le juger, ça sera aux membres de le juger. Donc nous, on est très soucieux de la démocratie interne chez Défi. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une commission électorale composée de membres qui ne sont pas candidats vont proposer au Conseil général du parti, donc l'essentiel des membres du parti, une proposition de liste. Et donc ça sera aux membres, aux différentes sections, de s'exprimer par rapport à cette liste. Et ça, ce sera le 24 février, c'est ça ? Ça sera dimanche prochain, effectivement. Et donc il faudra effectivement veiller à la parité homme-femme, évidemment, mais aussi à un équilibre entre communes, entre générations également, mais aussi, effectivement, et j'en conviens totalement, à mettre en avant les personnalités qui ont porté notre message pendant les 5 dernières années. Et je pense qu'effectivement, on peut que féliciter Cécile Jodogne pour tout le travail qu'elle a accompli en tant que secrétaire d'État. Maintenant, ce n'est pas du tout à moi d'analyser ce choix, ça sera à l'ensemble des membres. Parfait, merci en tout cas d'être venu nous expliquer tout cela, Sophie Remy. Demain, je vous retrouverai pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.